Donc, dans la méthodologie d'un schéma, on a mis en place un groupe de travail. Ce groupe de travail a été piloté par Sarah Straeli, ici présente, elle est à la tribune, et qui est responsable de l'unité aide sociale au sein de la direction de l'autonomie du département, et par Ségolène Dumaine, qui est responsable de l'unité APA en établissement. Et nous sommes allés chercher des partenaires, des acteurs du territoire qui pouvaient nous aider à réfléchir sur cette question. Donc, nous avons eu le plaisir d'accueillir dans le groupe Clovis Hoffnung, Marie Laurenton, qui était à l'époque responsable du Clic d'Anières et que certains acteurs connaissent très bien, Odile Barry, qui est directrice générale de la ville de Rueil et qui venait au titre du CCAS et de la Maison de l'Autonomie de sa commune, Mélina Loba, qui est un travailleur social de la MDPH, Frédéric Prima, qui est responsable d'un service d'aide à domicile sur le département, et Martine Descamps, qui représentait locaux d'ERPA, mais qui représentait la CNAV. Et donc, dans un premier temps, on leur a demandé d'identifier quels pouvaient être les besoins par rapport à cette amélioration de l'échange d'informations. Et ce groupe a identifié 2 besoins. Le premier, c'était de rappeler à l'ensemble des professionnels le cadre réglementaire, les textes qui régissaient toute cette réglementation, et de voir un peu quelle était l'évolution. Et de mener aussi, le deuxième besoin, c'était de mener une réflexion déontologique sur ce partage d'informations. Et donc, ce qui nous a été proposé par le groupe, c'était de créer un outil qui était à destination de l'ensemble des professionnels du département, c'est-à-dire toute institution confondue, tout champ confondu, et que cet outil, il devait être un outil qui pouvait accompagner la pratique professionnelle quotidienne, qui pouvait être un outil de référence et qui pouvait aussi être un outil partagé et être discuté dans nos instances, et voire même discuter dans la relation que nous avons chacun avec les usagers. Donc, ce qui nous a été proposé, c'est un guide. Alors, c'est la première fois qu'on présente le guide dans sa forme finalisée, puisqu'on s'était engagé auprès de Clovis de le présenter pour la journée d'aujourd'hui. Donc, ce guide, il a vocation à être sous une forme dématérialisée. Il va être mis en ligne incessamment sous peu, mais il n'a pas été parce que je voulais que la primeur de la présentation soit aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir de façon papier sur le stand du conseil départemental pour vous aujourd'hui, puisque nous en avons amené des exemplaires. Et ensuite, il sera diffusé à l'ensemble des acteurs et des partenaires sur le territoire. Enfin, normalement, tout le monde devrait l'avoir. Et ensuite, nous réfléchirons avec les pilotes des Maya, les responsables de Clic, nos propres services, comment on peut accompagner et discuter du contenu qui va vous être présenté par Sarah Straeli. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je viens vous livrer aujourd'hui les grandes lignes en fait, du fruit du travail du groupe Schéma. Donc, j'espère vous donner envie d'aller après prendre le guide sur le stand du département. Moi, je vais vraiment brosser les grandes lignes et après, vous aurez plus de détails à l'intérieur du guide. Donc, vu le temps imparti, je vais plutôt insister sur les nouveautés en matière de secret professionnel et de partage d'informations entre les professionnels. Alors, vous verrez que le guide, il est composé de 3 parties. Une première partie qui concerne l'information qui est protégée par le secret professionnel. Une deuxième partie, en fait, qui est se taire, parler ou transmettre les possibilités et les obligations légales. Et une troisième partie sur les modalités du partage d'informations à caractère secret ou confidentiel. Donc, pour commencer par le début, le secret professionnel, qu'est-ce que c'est ? Très rapidement, c'est l'interdiction de révéler les informations à caractère secret dont la personne a eu connaissance dans l'exercice de sa profession, sous peine de sanctions pénales. Le but, c'est bien évidemment de respecter l'intimité de la vie privée et le droit des personnes à la confidentialité. Et c'est aussi de permettre d'assurer la confiance qui est nécessaire à l'exercice de certaines professions ou missions d'intérêt général et qui amènent à pénétrer dans l'intimité des personnes et des familles. Alors, les informations à caractère secret, qu'est-ce que c'est ?
Donc là, c'est la jurisprudence qui donne une définition qui dit que c'est l'information qui soit a été donnée par la personne comme étant confidentielle ou touchant à sa vie privée. Donc elle vient vous livrer un élément de son histoire ou un élément concernant sa santé. Soit c'est l'information qui a été comprise, vue, entendue ou déduite par le professionnel dans l'exercice de sa profession. Alors, qui est soumis au secret professionnel ? On peut être soumis au secret professionnel dans 3 cas, par état, par profession, par fonction ou mission temporaire. Donc le premier cas, par état, je pense que peu de personnes dans la salle sont concernées puisqu'il s'agit des prêtres et ministres du culte. Par profession, donc là, le Code de la santé publique vise tous les professionnels de la santé. Et depuis une loi qui est assez récente, c'est la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, tous les professionnels également du secteur social et médico-social sont visés. Par profession, ça peut être aussi tous les professionnels qui sont visés par un texte spécifique, même s'ils n'interviennent pas dans le champ de la santé ou dans le secteur social ou médico-social. Par exemple, on a les assistants de service social qui sont visés par un texte spécifique, les médecins, infirmiers, puéricultrices, sages-femmes, avocats, policiers. On peut aussi être soumis au secret professionnel par fonction ou mission temporaire. Donc là, le texte, le Code de la santé publique, vise tout membre du personnel d'un établissement ou service de santé, donc y compris les non-professionnels de santé. Par exemple, le comptable de l'établissement est bien membre du personnel. Tout membre du personnel d'un établissement ou service social ou médico-social, donc y compris les non-professionnels du secteur social ou médico-social, par exemple le secrétaire du service, et toute autre personne en relation de par ses activités avec les établissements ou services de santé sociaux ou médico-sociaux. Donc là, ça peut être par exemple un bénévole associatif qui va intervenir pour une animation au sein d'un EHPAD. Les textes visent ensuite pas mal de catégories de professionnels, donc je ne vais pas vous faire là une liste à l'après-vert, mais vous les retrouverez dans le guide. Alors la notion de secret professionnel est à distinguer des notions de discrétion professionnelle et de respect de la vie privée d'autrui. Comme on l'a vu, le professionnel astreint au secret professionnel encourt une sanction pénale en cas de divulgation d'informations à caractère secret. Mais certains professionnels ne sont pas soumis au secret professionnel, mais pour autant, ils peuvent être soumis à une obligation de discrétion professionnelle, c'est-à-dire l'interdiction de divulguer les faits, informations et documents dont ils ont acquis connaissance dans l'exercice de leur profession. Et là, c'est sous peine de sanctions disciplinaires. C'est notamment tout agent de la fonction publique, parce que c'est inscrit dans les statuts de la fonction publique, ou tout salarié dont le contrat de travail prévoit une clause de discrétion professionnelle. Enfin, tout citoyen est tenu au respect de la vie privée d'autrui, donc ça c'est le Code civil. Donc notre responsabilité en tant que citoyen peut aussi être engagée si on cause un préjudice à quelqu'un. Donc là, la personne peut venir nous demander des dommages d'intérêt si on a révélé sur la place publique des éléments et que ça lui cause un préjudice. Alors, on passe à la deuxième partie du guide, se taire, parler ou transmettre, les possibilités et obligations légales. Donc, le secret professionnel, c'est l'obligation de se taire, sous peine de sanction. Mais le Code pénal prévoit des situations où le professionnel va avoir la possibilité de parler et ou de transmettre des informations, mais c'est bien seulement une possibilité, donc c'est au libre choix du professionnel. Et c'est notamment en cas de privation ou de sévices, de mauvais traitements sur mineurs ou sur personnes qui peut être vulnérable en raison de son âge ou d'une incapacité physique ou psychique. Donc dans tous ces cas, le professionnel il peut choisir de parler sans encourir de sanctions pénales et sans encourir non plus de sanctions disciplinaires. S'il choisit de se taire, il doit quand même avoir en tête l'obligation de porter assistance à personne en danger, qu'on va voir juste après. Alors, parfois, on peut avoir une obligation de parler et ou de transmettre des informations. Donc, c'est notamment, s'agissant des fonctionnaires, il y a un article du Code de procédure pénale, l'article 40,
qui dit que tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en informer le procureur. Mais ça peut être aussi un professionnel qui fait l'objet d'une réquisition policière ou judiciaire. Donc si on est sollicité en tant que professionnel pour répondre à la réquisition d'un officier de police judiciaire ou d'un juge, on ne peut pas refuser, normalement, de transmettre des documents en invoquant le secret professionnel, sauf motif légitime, mais là qui va être apprécié par un juge. Néanmoins, s'agissant des médecins et avocats, c'est un peu différent parce que pour eux, il faut leur autorisation, en fait. La remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. C'est vraiment des professions où le secret est encore plus protégé. Alors ensuite, on peut avoir l'obligation d'agir, qui est l'obligation de porter assistance à personne en danger, puisque le Code pénal prévoit qu'on encourt une sanction pénale si on peut empêcher, par son action immédiate, sans risque pour soi ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, et qu'on s'abstient volontairement de le faire. Ou alors, si on s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour nous ou pour les tiers, on pouvait lui prêter, soit par notre action personnelle, soit en provoquant un secours. Donc là, l'obligation de porter assistance à personne en danger vient délier le professionnel du secret professionnel. On passe ensuite aux modalités du partage d'informations à caractère secret, puisque vous êtes bien placé pour savoir que dans le champ social, médico-social ou de la santé, les échanges sont indispensables et nécessaires pour évaluer au mieux les situations des personnes de façon pluriprofessionnelle, aussi pour assurer la continuité des prises en charge entre les différents services et pour élaborer des projets d'accompagnement adaptés. Donc là, c'est des lois aussi relativement récentes, puisque c'est la loi Kouchner de 2002 sur les droits des malades qui a tout d'abord pensé les échanges dans le champ médical, puis la loi de modernisation du système de santé de 2016 a élargi les possibilités du partage d'informations au secteur social et médico-social. Donc maintenant, on a vraiment un article de référence, c'est l'article L1110-4 du Code de la santé publique, qui vient donc expliciter les modalités du partage d'informations. Alors, qui peut échanger des informations à caractère secret ? Ce n'est pas tous les professionnels soumis au secret professionnel. C'est plus restrictif, en fait. Là, c'est vraiment les professionnels de santé et les professionnels autres du champ social et médico-social. Et s'agissant des professionnels du champ social et médico-social, ils sont listés dans un décret, dans le Code de la santé publique, et c'est une liste restrictive. Donc, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais notamment, on a les assistants sociaux, éducateurs, assistants maternels ou familiaux, mandataires judiciaires, psychologues, ostéopathes, les salariés des établissements de santé ou du secteur social ou médico-social, les membres de l'équipe médico-sociale APA, les professionnels Maya, et puis après, vous aurez la référence du Code de la santé publique si vous voulez vraiment voir toute la liste. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de partage prévu par ce texte avec un bénévole, par exemple, ou un policier, ou un avocat, même si par ailleurs, ils peuvent être soumis au secret professionnel. Et tous ces professionnels, donc du champ de la santé ou du champ social ou médico-social, peuvent échanger des informations à caractère secret uniquement s'ils participent tous à la prise en charge de la même personne. Alors ensuite, quelles informations peut-on échanger entre professionnels du champ de la santé ou du social ou du médico-social ? Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que le partage d'informations, c'est une possibilité, jamais une obligation. L'échange doit avoir pour objectif, en matière de santé, d'assurer la coordination ou la continuité des soins, et en matière sociale, d'assurer la prévention ou le suivi médico-social ou social. Et les informations échangées, nous dit donc l'article de référence, c'est celles qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de ces objectifs.
Et point très important, quand on veut échanger des informations, est-ce qu'il faut informer la personne? Est-ce qu'il faut obtenir son autorisation? La réponse va être différente, en fait, suivant que les professionnels qui souhaitent échanger des informations appartiennent ou non à la même équipe de soins. Donc on va faire un petit focus sur la notion, je vous préviens, assez technique de l'équipe de soins. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est que malgré la terminologie qui laisse à penser que ça ne concerne que le champ médical, en fait, ça concerne aussi les professionnels du secteur social. Donc, pour être reconnu comme équipe de soins, il y a 2 conditions. La première, c'est que ce sont des professionnels qui participent directement auprès de la personne à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actes nécessaires à la coordination. Et deuxième condition, ce sont des professionnels qui soit relèvent d'un même établissement ou service, par exemple les professionnels d'un même EHPAD ou d'un même CLIC ou d'un même service d'aide à domicile, soit ces professionnels ils exercent dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale. Donc là, le texte vise notamment les maisons et centres de santé, les réseaux de santé, les équipes médico-sociales à part, la MAIA. Soit ce sont des professionnels qui se sont vus reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient, qui s'adresse à eux pour la réalisation de consultations et d'actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge. Soit, enfin, dernier cas, ils exercent dans un ensemble comprenant au moins un professionnel de santé et présentant une organisation formalisée des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté. Bref, en gros, il faut que ce soit des professionnels qui interviennent auprès de la même personne et qui fassent partie soit de la même structure ou du même établissement ou service, ou qui soient vus reconnus par la personne en tant qu'équipe de soins. Alors, une fois qu'on a vu cette notion d'équipe de soins, on revient à la question initiale, est-ce qu'il faut informer la personne quand on veut échanger des informations? Est-ce qu'il faut obtenir son autorisation? Alors, si les professionnels appartiennent à la même équipe de soins, l'information elle est réputée confiée par la personne à l'ensemble de l'équipe. Donc, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement de la personne pour échanger des informations entre les membres de l'équipe. Cependant, le texte vient apporter une petite subtilité, puisque quand il s'agit d'un échange entre professionnels de santé et des professionnels autres du champ social ou médico-social, par exemple un médecin qui souhaite partager des informations médicales avec l'assistance sociale de l'équipe, la personne doit en être préalablement informée. Et si les professionnels ne font pas partie de la même équipe de soins, par exemple, on a 2 assistants de service social qui souhaitent échanger et ils font partie de 2 structures différentes. On a un assistant social de l'hôpital, un assistant social du CLIC. Ou par exemple, un échange entre 2 médecins du même hôpital, mais il y en a un qui s'occupe du patient, l'autre qui ne s'en occupe pas. Là, l'information et l'autorisation de la personne sont des prérequis à tout échange nominatif, sauf si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'il y a urgence ou impossibilité de l'informer. Et là, le texte prévoit la remise à la personne d'un support écrit d'information, un document qui doit préciser les catégories d'informations qui ont vocation à être partagées, les catégories de professionnels qui vont les connaître et la nature des supports utilisés pour partager. Et la personne, elle doit bien être informée de son droit de s'opposer à l'échange. Donc en pratique, en cas d'instance régulière de concertation, il est recommandé qu'un support écrit type soit élaboré et puisse être remis à chaque personne dont la situation va être évoquée en instance. Donc ce support peut être et à faire signer par la personne, ça va prouver qu'elle a bien reçu l'information et ça vient prouver aussi le recueil de son consentement. Et ça fait le lien avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles où je repasse la parole à ma collègue Annie.
les recommandations et ce qui nous a été proposé par le groupe de travail, c'était d'essayer de systématiquement signer des protocoles ou d'élaborer des chartes pour toute instance régulière de concertation ou de coordination autour des situations, de s'interroger chaque fois qu'il y a une transmission d'informations et de ne pas être dans des transmissions systématiques des informations concernant les personnes. Et lorsque l'accord de la personne est requis, il faut formaliser sa décision. Et si elle donne pas son accord, il faut bien veiller à ce que la situation soit évoquée de façon anonyme. Il faut aussi penser à faire la restitution des préconisations des instances lorsqu'on est dans ce cadre-là à la personne. Et il y avait aussi la notion de neutralité. Donc c'est vrai que cette notion-là, elle est de se dire que quand on est dans certaines instances, on représente, et là c'est surtout les instances de coordination telles que les CLIC, les coordinations gérontologiques, il y a autour de la table des structures qui représentent non pas uniquement leur structure, mais l'ensemble de ces structures, et de bien avoir en tête que quand on intervient dans ces instances-là, on intervient au nom de l'ensemble des structures de son champ déterminé. Le document est à disposition en format papier et je pense que là on peut faire des échanges si vous le souhaitez. Au Maya, on a des outils qui seront en place l'année prochaine et on voulait vous présenter l'annuaire qui se met en place là et qui serait... Donc on a une petite vidéo pour cela. Les professionnels du territoire ont créé un outil régional commun appelé Maillage pour améliorer la lisibilité de l'offre d'aide et de soins et fluidifier le parcours de santé des personnes âgées. Maillage permet ainsi aux professionnels de terrain de gagner du temps dans leur pratique et d'améliorer l'accompagnement des usagers. Basé sur le répertoire opérationnel des ressources, il offre des fonctionnalités avancées de recherche et d'identification de l'offre en santé sur un territoire. Eric se renseigne en mairie pour avoir des informations sur les résidences autonomie pour son père Jean, 75 ans, qui vit mal son isolement. Julien, agent d'accueil, repère les besoins de Jean et grâce à la solution Maillage, lui remet les coordonnées des différentes résidences autonomie à proximité du domicile de son père. Julien met également Eric en lien avec le Centre local d'information et de coordination, le CLIC, pour que Jean bénéficie d'une évaluation globale de sa situation. Nathalie, la coordinatrice du CLIC, se rend au domicile de Jean et s'aperçoit que son médecin traitant est parti à la retraite depuis plusieurs mois. Grâce à la solution Maillage, elle identifie des médecins qui sont proposés à proximité du domicile de Jean, ce qui lui permet de choisir son nouveau médecin traitant, Karima. Lors de la consultation, Karima juge utile de compléter son examen par une expertise gériatrique en vue d'une consultation mémoire. Grâce aux fonctionnalités de recherche avancées par mission sur l'ensemble de la base régionale, Karima programme une consultation mémoire dans l'hôpital le plus proche avec un gériatre, Antoine. Dans le bureau d'à côté, Maude, la nouvelle kinésithérapeute, vient de s'installer. Pour se faire connaître auprès des différents acteurs du territoire, elle s'inscrit et référencie son offre sur Maillage. Son inscription lui permet également d'être informée des nouveautés du territoire et en profite pour s'inscrire au dernier colloque organisé par Antoine, le gériatre. Aujourd'hui, ce sont Julien, Nathalie, Karima, Antoine et Maude ainsi que l'ensemble des professionnels accompagnant les usagers qui sont en lien grâce à la solution Maillage. Maillage est construit par et pour les professionnels afin d'éviter les ruptures de l'accompagnement des personnes âgées de plus de 60 ans. Demain, ce sont d'autres parcours de santé tels que celui de la femme enceinte ou des personnes en situation de handicap qui pourront bénéficier en région Île-de-France de cette même solution Maillage. Usagers ou professionnels de santé trouveront plus rapidement le bon service et le bon interlocuteur en fonction de leurs besoins à l'aide d'outils numériques ciblés et sécurisés. Maillage est un programme de l'Agence régionale de santé Île-de-France porté par le GCS Cézanne. Il est mis en œuvre en collaboration avec les conseils départementaux et les professionnels du territoire impliqués dans la méthode d'intégration Maya.